Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 20h et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce lundi, net recul du coronavirus au Sénégal. Certains centres de traitement sont désormais non occupés, mais le dispositif reste intact. 1924 patients seulement sont encore sous traitement. Les autres chiffres positifs dans cette édition. Affaire de trafic présumé de passeports et de visas, l'immunité parlementaire peut-elle sauver les députés cités dans cette affaire? Pourquoi les deux parlementaires de Benno Bokk Yakaar ne sont toujours pas inquiétés? On vous explique tout dans ce journal. Fin du rapport Doing Business, une aubaine pour les pays africains et particulièrement pour le Sénégal. Analyse et décryptage à suivre. Et puis en sport, afro-basket féminin, les Lions qualifiés en quart de finale. Le Sénégal a battu l'Égypte cet après-midi 78-63. Plus de détails dans la page des sports. Le coronavirus en net recul au Sénégal. Aucun décès n'a été enregistré ces dernières 48 heures. Le nombre de nouvelles contaminations diminue considérablement. Certains CTE, vous allez le voir, sont devenus presque vides. Illustration dans ce reportage de Mamadou Fall et Mohamed Djenk. Les CTE se vident. La troisième vague semble être maîtrisée. Ici à Basse-Ndao, plus personne n'est interné. Ce qui confirme la baisse des cas de Covid-19. Donc, ça fait presque une semaine, nous n'avons plus de cas de Covid en Basse-Ndao. Tous les malades qui ont été hospitalisés, on les a exercés, ils sont guéris, bien portants, et on les suit dans les cas des infections post-Covid. On a vu récemment, depuis 2 mois, quand même, il y a un port de masque systématique partout. Et on a vu également que, comme vous l'avez dit, au-delà de la communication, qu'il faut noter également de la communication du ministère qui a évolué dans le bon sens. 0 décès depuis 48 heures, seulement 9 cas enregistrés en une seule journée, une première durant cette période de troisième vague. La stratégie sanitaire sénégalaise est bien payante. Bien sûr, il y a des moteurs, des acteurs, c'est le ministère de la Santé, notamment le ministre de la Santé, avec bien sûr l'engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui dessine la vision et qui active la diplomatie sénégalaise, mais aussi l'appropriation de la lutte par tous les Sénégalais, qui nous ont permis d'aboutir à ce résultat. L'approche communautaire a pris le dessus pour le moment sur le virus. Donc pour l'essentiel, donc, les populations ont adhéré à ces vaccins. L'État a mis en disposition ces vaccins qui ont été devenus disponibles. Et en plus de ça également, il faut noter un recours rapide, précoce des soins. Ce qui a valu, donc, sur le plan de la mortalité, il y a une baisse du nombre de morts, parce que les gens maintenant n'attendaient plus à la maison pour être traités. Rapidement, quand il y a des symptômes, ils seraient au système de santé. Une baisse de cas de Covid-19 constatée, mais cela ne doit pas nous pousser à croiser les bras. C'est en ce moment, présentement, où on parle de 8 cas jusqu'à avoir 0 cas, c'est en ce moment que les Sénégalais doivent redoubler d'efforts. C'est en ce moment ceux qui n'étaient pas vaccinés, si les vaccins sont disponibles, d'aller se faire vacciner. C'est en ce moment que les gens vraiment se doivent d'avoir une hygiène corporelle, une hygiène des mains surtout. Donc cela permettrait de protéger et de parer à la 4e vague. Pour rappel, la Covid-19 a tué plus de 1840 personnes au Sénégal. 73 654 ont été déclarés positifs et 1 219 834 vaccinés. Des efforts doivent être conjugués pour vaincre définitivement ce virus au Sénégal. Merci Mamadou et restons dans le domaine de la santé pour parler de la souveraineté pharmaceutique. Vous le savez, notre pays dépense jusqu'à 150 milliards de francs CFA pour l'importation de médicaments. Pour stopper cette dépendance, pour réfléchir aussi sur la stratégie, le Bureau opérationnel de suivi du PSE a organisé un atelier intensif de structuration de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture, Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. En 2020, la situation de l'industrie pharmaceutique au Sénégal n'est guère reluisante. Le médicament n'y est plus produit. La pandémie de la Covid-19 est venue nous rappeler encore une fois l'urgence pour chaque pays d'avoir une industrie pharmaceutique à côté d'un dispositif, un hub médical performant, équipé et qui permette de protéger nos populations.
Dès lors, il s'agit de créer les conditions d'une sécurité pharmaceutique dans la mesure où le Sénégal importe chaque année plus de 150 milliards en médicaments. Plus de 90% de ces médicaments sont importés. Et l'ambition que le président de la République Macky Sall a pour le Sénégal, c'est de faire en sorte que nous soyons souverains dans le domaine médical, mais qu'on ait aussi notre souveraineté dans le domaine pharmaceutique. Une souveraineté qui passe par l'implication du secteur privé, car en formulant sa relance économique, l'État du Sénégal avait inscrit l'industrie pharmaceutique parmi ses priorités. Je rappelle que dans le PAP 2A, le secteur de la santé et de la pharmacie est le quatrième secteur en termes de volume d'investissement avec plus de 1000 milliards prévus, soit 7% du volume d'investissement prévu dans le PAP 2A. D'où l'idée de cette réunion de structuration du plan de relance du secteur pharmaceutique où une feuille de route va être élaborée afin de mettre fin à cette situation de vulnérabilité. Aujourd'hui, l'idée de ce lab, c'est de pouvoir structurer, discuter avec nos partenaires techniques et financiers. Vous l'avez vu, le Royaume de Belgique, le PNUD, l'OMS, la BAD, tous ces partenaires traditionnels du Sénégal qui sont venus apporter leur soutien à l'État du Sénégal pour permettre une concertation efficace avec les acteurs du secteur, les pharmaciens, les industriels de la pharmacie, le secteur privé, pour que le Sénégal puisse commencer à produire ces médicaments. Avec la pandémie qui a imposé à l'humanité une nouvelle prise de conscience, une assise pour mettre sur pied une industrie pharmaceutique forte va permettre une meilleure accessibilité des médicaments aux populations. Merci Fat Bintou. L'autre grand titre de cette édition, affaire de trafic présumé de passeports et de visas. Les deux députés cités dans cette affaire peuvent-ils être sauvés par l'immunité parlementaire? La réponse est non, selon des spécialistes. Vous le savez, aucun parlementaire ne peut être poursuivi pour les opinions et votes émis dans l'exercice de son mandat. Manifestement, on est très loin de ces cas de figure. Mais alors pourquoi ces deux députés de la coalition Benno Bokk Yakaar ne sont toujours pas inquiétés? Décryptage avec Marcel Farba-Maroun et Diafar Abba. Le scandale des passeports diplomatiques qui a secoué l'hémicycle continue de défrayer la chronique. Et pourtant, quelques semaines après avoir été mouillés dans cette affaire, les députés de la majorité Boubacar Biaï et Mamadou Sall ne connaissent toujours pas leur sort, ce qui suscite une certaine incompréhension. Nous continuons de parler de présomption d'innocence. On le rappelle aussi dans le cas de Khalifa Sall, dans le cas de Ousmane Sonko lui-même, la procédure a été diligentée de la manière la plus rapide pour que l'on puisse lever leur immunité parlementaire et que la justice fasse son travail. Aujourd'hui, nous le constatons et malheureusement, c'est en train de ternir encore plus l'image de l'Assemblée nationale, qu'il y a des velléités, on ne sait pas, je suppose que peut-être que c'est une question de procédure, mais aujourd'hui, une convocation du Parlement, surtout en session extraordinaire, peut se faire sur ce cas qui est quand même assez sérieux. Qu'en est-il alors de l'immunité parlementaire, souvent brandie par les députés pour leur défense? L'immunité parlementaire, ça ne veut pas dire l'impunité. L'immunité parlementaire est prévue pour protéger le député dans l'exercice de ses fonctions. Et la Constitution, dans son article 61, est très claire. L'article 61 précise le champ d'application de l'immunité parlementaire. Quand est-ce que le député peut invoquer l'immunité parlementaire quand il est poursuivi? C'est dans le cadre des opinions émises dans l'hémicycle ou des votes. Donc l'immunité parlementaire ne concerne que les opinions émises par le député et les votes qu'il fait dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Voilà la limite de l'immunité parlementaire. Tout autre fait, autre que ces faits expressément prévus par la Constitution, ne sont pas couverts par l'immunité parlementaire. Pour certains spécialistes en droit, même si le député est couvert par l'immunité parlementaire, les enquêteurs, en l'occurrence des éléments de la police ou de la gendarmerie, peuvent l'entendre. Rappelons en outre que la rentrée parlementaire est prévue en octobre prochain. Et toujours à ce propos, Boubacar Camara affiche son indignation suite à l'affaire de trafic de passeports diplomatiques impliquant des députés de la 13e législature. Pour le président de PCS, Diengou, cette affaire repose le débat sur le choix des candidats à investir dans les différentes élections. Nous l'écoutons avec Alassane Ba. Je suis meurtri en tant qu'ancien
aux fonctionnaires de voir qu'à ce niveau-là, et sur des produits aussi sensibles que des documents de transport dont la vocation, des documents de voyage dont la vocation est de faciliter le déplacement de personnes qui sont élues, qu'on en arrive à constater des trafics. Ce n'est pas le premier scandale. On avait également vu le scandale des faux billets qui atteignent ces niveaux. Et il faut s'étonner. Il faut être inquiet lorsque le trafic atteint le cœur de la République. Et c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Il faut donc prendre les mesures radicales pour que ça ne se reproduise plus. À noter que Boubacar Camara a fait face à la presse aujourd'hui. Il a également annoncé sa candidature à la mairie de Grand Yoff. En politique, Benno Bokk Yakaar et le Parti socialiste, c'est fini. À Ziguinchor, le porte-parole local annonce la création d'une autre coalition. Le voici avec notre équipe à Ziguinchor. Au niveau local, donc, nous avons été dans cette coalition depuis longtemps. Cette coalition, avant d'être le Benno Bokk Yakaar, s'appelait le Benno Siggil Sénégal. Nous avons été dans tous ces combats depuis le Benno Siggil Sénégal, depuis le Benno Bokk Yakaar, mais sans pour autant, on sait que Ziguinchor est à une parfaite recomposition politique. Ce Benno Bokk Yakaar, est-ce que ça s'appelle actuellement Benno Bokk Yakaar? On appelle ça la mouvance présidentielle élargie. Une coalition, elle est dynamique. Dans cette dynamique, il y a aussi d'autres acteurs politiques qui n'existaient pas avant le Benno Bokk Yakaar et qui existent maintenant. Ce qui veut dire qu'on est dans une recomposition politique. Et quand on dit recomposition politique, il est important que chacun se mesure pour qu'on sache ce que tu pèses afin d'aller encore dans une coalition. C'est le moment, nous, au Sud, on a jugé, en tant que parti socialiste, de nous démarquer, d'aller avec les gens avec qui nos idées convergent, nos principes convergent, et de mener le combat local quand nous sommes des acteurs au niveau local. Quel que soit le prix à payer, cette dynamique que nous avons déjà engagée, nous allons aller jusqu'au bout et nous mesurer. Quel que soit le prix, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous ont contactés. Beaucoup de gens viennent nous solliciter. Mais pour le moment, on n'est pas dans ce débat, que les gens viennent, qu'on en discute, et chacun met les choses sur la table. On en discute pour voir les meilleurs profils pour ces collectivités locales. Par conséquent, quels que soient les gens avec qui on va s'entendre, on va aller avec les moyens du bord et aller à ces élections. Tout autre chose à présent, c'est une page qui se tourne. La Banque mondiale met fin à la publication du rapport Doing Business, une annonce faite ce jeudi 16 septembre à travers un communiqué. L'institution avait suspendu la publication du rapport depuis l'édition 2020 pour mener une enquête sur des irrégularités constatées dans la manipulation des données, chose qui a été confirmée. Alassane Ba. Beaucoup de pays ne s'attendaient pas à cette information, l'arrêt du Doing Business par la Banque mondiale. Cette décision de l'institution de Bretton Woods fait suite à la manipulation de conclusions des éditions 2018 et 2020 sous la pression de certains gouvernements qui voulaient embellir leur situation. Une enquête et des audits diligentés par la direction accusent la Chine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Azerbaïdjan. Si l'on se fie à l'agence Ecofin, les conclusions de l'enquête indiquent que plusieurs membres de la Banque mondiale auraient subi des pressions de la part des pays cités pour manipuler les données utilisées dans le rapport qui permet de mettre en lumière les efforts réalisés par les États. Dans un communiqué publié à Washington, la Banque mondiale fait savoir qu'après que des irrégularités dans les éditions 2018 et 2020 du rapport Doing Business ont été signalées en interne en juin 2020, la direction a suspendu l'édition suivante et lancé une série d'examens et d'audits du rapport. Les rapports internes ont soulevé des questions d'éthique, notamment la conduite d'anciens responsables du conseil des administrateurs ainsi que certains employés de la banque. C'est après examen de toutes les informations disponibles, y compris les conclusions d'examen et audits antérieurs et le rapport rendu public, que la direction a pris la décision de mettre un terme à la publication du rapport Doing Business. L'institution signale qu'à l'avenir, elle s'emploiera à élaborer une nouvelle approche pour évaluer le climat des affaires et de l'investissement. Dans le rapport Doing Business 2020, le Sénégal était classé 123e et avait fait un bond qualitatif de 18 places. Rapport source de polémique, Alassane, le rapport a longtemps alimenté les débats économiques dans les pays africains, notamment. L'arrêt de sa publication est une aubaine pour les pays en voie de développement comme le Sénégal. C'est l'avis de Habib Ndao. Il est le secrétaire général de l'Observatoire de la qualité des services financiers. L'avantage qu'il y a avec cette suppression du Doing Business, c'est qu'on était très mal noté. Et déjà, dès 2013, le président Macky Sall avait contesté le rang qu'on avait donné au Sénégal, qui était à 178e. Donc, ce qui fait, la France a contesté
parce que la manière trop anglo-saxonne de faire des affaires, vous êtes noté. Dès que vous protégez votre économie, votre note baisse. Dès que vous libéralisez, vous avez un bon scoring. Donc, c'est un avantage pour l'Afrique d'être libéré du joug du doing business et éviter des pays comme le Rwanda qui passent tout leur temps à essayer de faire des réformes uniquement pour avoir un bon scoring qui parfois ces réformes peuvent ne pas aller dans l'intérêt général des populations. Donc. Le gouvernement doit prendre conscience des difficultés des couches vulnérables et prendre en charge leurs priorités dans les différents programmes pour lutter contre la pauvreté. C'est l'avis du président de la cellule Congad de l'Axe Nord et point focal du réseau pour la promotion de la santé mentale. Selon Samsdine Badji, les couches vulnérables, surtout les déficients mentaux, sont laissés en rade dans les programmes de l'État. Voyons tout cela avec Ousseinou Diop et Abibsek. L'État fait beaucoup d'actions au profit des populations au bout du compte. Les résultats sont toujours décriés par une bonne partie des populations vulnérables. C'est l'avis de Samsdine Badji, le président de la cellule Congad de l'Axe Nord et point focal du réseau pour la santé mentale. Pour lui, les actions de l'État sont toujours orientées vers une partie de la population et le plus souvent, les personnes vulnérables sont laissées en rade. Parce qu'on sait que l'État fait beaucoup de choses en général, mais ces actions ne sont pas des agrégations que les ONG qui travaillent à la base, qui peuvent savoir dans telle localité. Donc il y a quelque chose qui manque. Parce que l'État peut dire que j'ai investi tant d'argent dans ce milieu, mais cet argent peut uniquement servir à quelques populations. Pour Samsdine Badji, l'État doit aussi prendre en charge la question des déficients mentaux qui errent quotidiennement dans les rues, surtout celle de Saint-Louis. Il a décrié l'absence de structure d'accueil pour cette couche vulnérable. Donc pour les malades mentaux, c'est des personnes qui sont laissées en rade. Et pourtant c'est des handicapés. C'est des gens qui sont là, personne ne s'en occupe pratiquement. Bon, si je prends le cas de Saint-Louis, pratiquement il n'y a pas une association vraiment, une structure qui est vraiment là pour les prendre en charge. La cellule Congad de l'Axe Nord a invité l'État du Sénégal à une prise de conscience sur les lourds investissements dans les zones rurales. Elle l'invite surtout à prendre en charge les couches vulnérables qui sont toujours oubliées dans les programmes d'envergure. Merci Ousseinou. L'actualité, c'est aussi cette alerte de l'association Art Lagrose. Plusieurs espaces seraient en train d'être bradés selon le collectif. Les membres demandent une délimitation du lac pour sa préservation. Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambasson. Lac Rose, situé à quelques centaines de mètres de l'océan, enserré entre les dunes et les filaos, site touristique de renommée rendu célèbre par le rallye Paris-Dakar, l'endroit est menacé aujourd'hui par les constructions. L'association Art Lagrose sonne l'alerte. Déjà embellir le Lac Rose parce que les cocotiers ça fait partie du décor du Lac Rose au niveau du paysage, au niveau de l'environnement, de l'écosystème, mais de l'attraction touristique aussi parce qu'on est en train de constater qu'il y a beaucoup plus de bâtiments que de verdure. Alors ça heurte un peu les touristes et les visiteurs. Donc notre objectif c'était vraiment de ceinturer le Lac Rose en cocotier, en filao, pour déjà protéger l'environnement, mais essayer de pousser ces gens qui essayent de urbaniser toutes ces zones vides. Parce que vous savez que le Lac Rose est en voie de disparition et la seule solution de le protéger, de l'embellir, c'est vraiment de gagner de l'espace vert. La délimitation de ce lieu touristique est la seule solution pour régler ce problème qui risque d'affecter l'activité de beaucoup de jeunes. C'est une zone classée qu'on doit préserver pour l'environnement, pour les filaos. Et nous demandons aussi à l'État du Sénégal s'il peut faire le Lac Rose une réserve naturelle avant de le faire, de le classer patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce qu'il faut qu'on comprenne que le Lac Rose doit être délimité une bonne fois pour que nous puissons vraiment sauvegarder le Lac Rose avec des panneaux de signalisation ou bien avec des bornes que les gens voient là où le Lac Rose commence, là où il s'arrête. Parce que jusqu'à présent, on ne peut pas même dire la commune qui gère le Lac Rose. Du CAD, ce qu'elle qualifie d'expoliateur foncier, l'association Art Lac Rose a procédé à la plantation de plusieurs arbres autour du lac. Et après le Lac Rose, parlons de la lagune de Mbaling, c'est à Mbour. Après les mouvements citoyens de Mbour militent pour la préservation de la lagune. Selon eux, le site doit même faire l'objet d'un aménagement touristique. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye.
La préservation et l'aménagement de la lagune de Mbaling, une préoccupation des mouvements citoyens et certains habitants de Mbour. Donc, ce que nous voulons, effectivement, je l'ai dit tantôt, c'est pour mettre en valeur la lagune. Et puis la lagune, n'est-ce pas, on peut faire en sorte que, n'est-ce pas, on peut créer des emplois là-dedans, n'est-ce pas. On peut faire aussi en sorte que, la lagune fait partie, je veux dire, des meilleures lagunes. Certaines autorités de Mbour pensent que cette lagune de Mbaling mérite d'être entretenue. Ce qu'il faudrait faire, c'est que l'autorité prenne ses responsabilités et qu'il pense à un plan de développement bien structuré, bien dirigé en rapport avec la nature et l'homme. L'homme fait partie de la nature, c'est un ensemble. Et il faut ça, si on l'a compris, on aura fait la part de travail qui nous attend. La mairie est souvent indexée dans cette affaire de la lagune de Mbaling, où récemment des promoteurs avaient entamé des travaux d'habitation. Le maire est entièrement d'accord avec les organisateurs sur l'avenir de la lagune de Mbaling. Aujourd'hui, on doit travailler ensemble, la main dans la main, pour sa restauration. Il y a 3 mois, une forte manifestation a été organisée à Mbour. Des populations dénonçaient le morcellement de la lagune de Mbaling. À Fatick, un système d'information environnementale élaboré par l'Agence régionale de développement. Son objectif est de mieux gérer les ressources naturelles et la mangrove en particulier. C'est une base de données structurée et informatisée qui sera installée. Cette initiative, vous le savez, rentre dans le cadre du projet de renforcement des capacités de la plateforme mangrove du Grand Saloum. Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. À travers ce projet, l'Agence régionale de développement de Fatick veut améliorer la gouvernance des ressources naturelles dans ce qu'elle appelle le Grand Saloum, un paysage environnemental avec de vastes forêts de mangroves que se partagent le Sénégal et la Gambie. Ce système d'information environnementale va permettre une gestion durable de cette mangrove. Nous avons ici un paysage, un écosystème très pertinent au point de vue de ses ressources, mais aussi au point de vue de sa valorisation économique. Mais pour une gestion durable, tout système d'ailleurs naturel ou socio-économique, il faut bien gérer l'information. Les données peut-être ne manquent pas, mais de toute façon elles ne sont pas complètes, elles ne sont pas organisées. Ce système donc permettra dans un premier temps de faire une collecte la plus exhaustive possible à travers d'autres thématiques diversifiées. Je pense à la foresterie, je pense aux activités économiques, je pense aussi à l'évolution diachronique de ces forêts, à l'évolution des tannes par exemple, mais aussi à l'état de façon générale de l'écologie ou de l'écosystème qui est au niveau du delta. Et à côté maintenant, un système informatique performant sera mis en place. Didiak Faye est aussi coordonnateur de la plateforme mangrove du delta du Saloum. D'après lui, les autorités gambiennes ont été associées à l'élaboration de ce projet pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre. Le delta du Saloum est connexe à un paysage qui s'appelle le Nyomi en Gambie. C'est un autre écosystème pour lequel une intervention de conservation ou bien en tout cas qui a des objectifs de durabilité ne pourrait être réussie dans un des pays sans impliquer l'autre. Nous partageons aussi les connaissances scientifiques en matière de gestion de l'environnement et en particulier du delta ou de la forêt de mangrove. Nit ñi benn lañ aaday benn lañ ressource bi amul frontière même écosystème là boo dem fale li yaa ko fii boo dem fale moo ko yaa ko te sama ko collectif li moo gën a am solo. Ce projet de renforcement de capacité de la plateforme mangrove est financé par Wetlands International, l'Union européenne et l'Union internationale pour la conservation de la nature. Merci Aminata. Dans l'actualité sportive Afrobasket féminin, les Lions sont qualifiés en quart de finale. Elles ont battu à 15 points d'écart cet après-midi l'Égypte. Le récit de Cher Sadibou Diarra. Coup double pour le Sénégal. Les Lions remportent la bataille pour la première place du groupe C. Un succès 78-63, difficile à obtenir face à l'Égypte. Décisif dans la partie, le duo Lena Niang-Yassine Diop guide par la même occasion les Lions au quart de finale de l'Afrobasket 2021. D'abord, je suis content d'avoir gagné parce que l'Égypte, c'est une équipe montante. Nous avons beaucoup de respect pour ce qu'ils sont en train de bâtir. Je sais que nous avons dû beaucoup travailler sur le plan vidéo, sur le plan de la discussion pour arriver à gagner ce match qui n'était pas évident. Mais n'oublions jamais que l'équipe du Sénégal est en transition. Nous avons intégré beaucoup de jeunes joueuses. Nous, on respecte toutes les équipes, mais on ne craint aucune équipe. Donc, doesn't matter
N'importe quelle équipe où on aura à jouer, on sera prêt. Je crois que je suis conscient de mon statut. Pour moi, je n'ai pas de statut. Le statut général, c'est le statut de l'équipe, quoi. Moi, c'est l'équipe qui m'intéresse. Mon statut personnel, les stats personnels ne m'intéressent pas. Nous sommes venus ici en équipe et nous comptons gagner cette Afro-Basket en équipe. Il n'y aura pas de statut, il n'y aura pas de star, il n'y aura pas rien. Les Lions sont auteurs de nombreux passages à vide durant la rencontre. Un des défauts à corriger avant la phase à élimination directe. Il faut qu'elle soit plus lucide, il faut qu'elle reconnaisse les temps forts et les temps faibles. Donc, et ça je ne m'inquiète pas parce que c'est le vécu. Elles ont besoin de découvrir la Coupe d'Afrique, de jouer beaucoup de matchs, mes jeunes joueuses, et elles vont apprendre très vite. Donc je sais, je connais, mais on va s'y atteler progressivement à les faire identifier les quelques points où ils doivent s'améliorer. Le Sénégal va jouer son quart de finale le 23 septembre prochain. 2 jours pour recharger les batteries et peaufiner les stratégies pour aller jusqu'au bout de la compétition. Et puis football navétane, Thiès a accueilli les phases nationales. La finale s'est jouée au stade de Maniang Soumaré de Thiès. Dekendo de Louga a remporté pour la première fois cette coupe de l'ONCAV et a battu l'AS Ersan de Thiès en 1-0. Écoutons les deux coachs, Mohamed Ndiaye, entraîneur de Dekendo, et Abdou Diop, entraîneur de Ersan. D'abord, je remercie le bon Dieu qui nous a donné la chance aujourd'hui de gagner la Coupe nationale. Bon, c'était l'essentiel parce que c'était notre objectif principal. On a gagné tous les coupes à Louga, tous les coupes, sauf la Coupe nationale. Aujourd'hui, Dieu a fait qu'on a gagné la Coupe nationale. Donc on remercie le bon Dieu. Bon, je profite de l'occasion aussi pour féliciter les dirigeants parce qu'ils n'ont mélangé aucun effort. Ils ont mis les gosses dans des conditions de performance. Bon, les gosses, ils ont compris le message aujourd'hui. Ils ont se défoncé pour gagner la Coupe. Donc je félicite tous les Lougatois parce qu'ils sont tous mobilisés derrière l'équipe. Vraiment, je félicite tout le monde. À cette compétition, une finale, ça se gagne. Mais l'AS Dekendo a fait un début de match très compliqué pour nous. On a subi le temps faible et on a pris ce but. On a poussé pendant les 90 minutes, mais ça n'a pas venir. On rend grâce à Allah, mais le plus tard, on va continuer le travail, Inch'Allah. Et Teungueth FC est éliminé de la Ligue africaine des champions. Pas une surprise pour le spécialiste Salif Diallo qui souligne une baisse de niveau chez le champion en titre du Sénégal. Cher Sadibou Diarra. Pour Teungueth FC, l'aventure s'arrête au préliminaire de la Ligue africaine des champions cette fois-ci. L'équipe rufisquoise s'est inclinée 2 fois face à l'ASEC d'Abidjan sur le score d'1-0. Elle ne s'est pas donné les moyens de son ambition. Teungueth FC a perdu ses 2 meilleurs joueurs à vocation offensive, pour ne pas dire seulement attaquant. Djibril Silla, le Gambien qui est allé au Raja de Casablanca, et Pape Ousmane Sakho, qui est allé au Simba FC. La preuve, c'est que Teungueth FC n'a pas marqué de but lors de ces 2 matchs-là. Puis ils se sont procurés des occasions, ils n'ont pas réussi à transformer ces occasions. Ça, c'est la première grille de lecture. On ne peut pas aller en Coupe d'Afrique en s'affaiblissant. Nos équipes vont faire des coups sans lendemain en Coupe d'Afrique. Mais régulièrement, ça va être extrêmement compliqué. C'est comme en Ligue européenne des champions. Pour performer, il faut avoir de très bons joueurs. Le club de Rufisque subit aussi le contre-coup du calendrier du championnat du Sénégal. Il est conscient que le Sénégal, pour aller de l'avant, il faudrait qu'on ait le même agenda que les compétitions interclubs, que les plus grands championnats. Un championnat, on sait que ça va commencer entre août ou septembre, octobre, et ça se termine en juin. Pour être performant, on doit faire la même chose que les autres. L'autre grand problème du football sénégalais, c'est le manque de moyens. Tous les grands championnats qui vendent aussi bien en Afrique qu'en Europe qu'en Asie, c'est des championnats où il y a un diffuseur, il y a une télévision qui paye les droits de retransmission, il y a des sponsors. On n'a ni l'un ni les autres. Teungueth FC, champion en titre, continue son apprentissage du haut niveau à seulement 10 ans d'existence. Il va tenter de conserver son titre et repartir en Afrique la saison prochaine. Et oui, on se prépare et on repart. Merci beaucoup, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Excellente suite des programmes.